Voilà, parfait. Eh bien, bonjour à tous. Merci de votre participation à ce webinaire où on va parler bien, de l'évaluation de livrables. Donc, on va vraiment focaliser sur ce cas d'usage aujourd'hui. Donc, pour rappel, on organise différents webinaires sur ces 3 prochains mois sur l'évaluation par l'étudiant. Donc, le premier, qui était le 28 août, on a découvert un petit peu les différents cas d'usage. Et là, l'idée, c'est de focaliser sur certains cas d'usage. Et aujourd'hui, ça va traiter de l'évaluation de livrables. Donc, on verra comment est-ce qu'on peut utiliser et quelle approche on peut avoir avec ce cas d'usage. Et le prochain, après, ce sera l'évaluation des membres du groupe le 18 septembre. Donc, l'idée, c'est d'avoir un format assez court, 30 minutes, pour aller droit au but et puis voilà, à l'essentiel. Donc, ce qu'on va regarder dans ce webinaire, c'est déjà qu'est-ce qu'on entend par l'évaluation de livrables entre pairs. Donc, qu'est-ce que ça représente, comment ça va se passer, quels sont les bénéfices qu'on aura côté étudiant et enseignant. Ensuite, on verra quelques exemples de formats. Donc, quels sont les formats qu'on va pouvoir mettre en place. Il y a un format classique qu'on peut mettre en place et puis d'autres formats qu'on verra. Ensuite, comment une petite checklist des différents éléments pour mettre en place ce type d'activité et l'intérêt d'utiliser une plateforme comme ChallengeMe pour lancer ce type d'évaluation et comprendre quel est l'intérêt d'utiliser ChallengeMe pour ce type d'activité. Et après, on passera sur la plateforme où je vous montrerai étape par étape comment est-ce qu'on crée un challenge, mais ça ira assez vite. Peut-être juste un mot sur ChallengeBee. Donc nous, on est une solution d'évaluation et de feedback entre pairs. On travaille avec des écoles d'ingénieurs, des universités, des écoles de commerce en France, en Suisse, au Canada et en Belgique. Et on est intégré aux principaux LMS, donc Moodle, Blackboard, Brightspace et d'autres, à partir du moment où le standard LTI est supporté. Du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas de login mot de passe pour accéder à la plateforme. On a juste besoin d'ajouter une activité dans son cours et puis on y accède comme n'importe quelle autre activité. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce que l'évaluation de travaux par les pairs? Donc, l'idée de l'évaluation par les pairs, c'est de demander au fait aux étudiants de soumettre une production aux autres étudiants et ensuite on va demander aux autres d'évaluer cette production-là par rapport à des critères qui auront été définis par les enseignants. Donc, on aura une phase de dépôt, une phase où les étudiants évaluent les travaux des autres, et puis généralement une phase de restitution des résultats si on veut présenter ces résultats-là. Donc, ce qu'on appelle des productions, ça peut être des rapports, ça peut être des posters, des présentations, des vidéos, voilà, tout ce qui va être créé par un étudiant. Donc, on va vraiment travailler des compétences techniques avec ce format-là. Donc chaque évaluation s'appuie sur une grille de critères, donc on verra un peu les bonnes pratiques par rapport à cette grille-là. C'est vrai que c'est intéressant d'avoir des critères qui soient le plus objectifs possible pour avoir une note qui soit cohérente à la fin, surtout si on veut utiliser cette note comme partie d'une note finale. Et on parle d'évaluation par les pairs, mais c'est vrai que on a beaucoup d'activités qui sont à but formatif. Donc l'idée, c'est d'utiliser l'évaluation comme outil de progression, et pas comme simple outil de contrôle, mais vraiment de l'utiliser comme pour permettre aux étudiants de progresser. Et du coup, l'idée, c'est d'utiliser un petit peu voilà, vraiment l'intelligence collective et de permettre à chaque étudiant de donner des feedbacks et d'en recevoir pour justement s'améliorer sur les notions qui sont vues par rapport aux productions qui sont demandées. Donc, au niveau des bénéfices, pour les étudiants, ça va leur permettre de développer leur esprit critique, puisque du coup, on va leur présenter différents travaux évalués. Ça va leur permettre bien, aussi de mettre en perspective ces travaux-là par rapport à ce que eux ont réalisé. Ils vont recevoir différents feedbacks sur leur approche, sur les travaux que eux ont déposés, donc différents feedbacks formulés de différentes façons. Et tout ça, ça va leur permettre d'améliorer ces travaux-là. Et c'est vrai qu'on a un retour, c'est qu'on a une bonne implication des étudiants quand ils savent aussi que ça va être évalué par d'autres étudiants. Donc une meilleure implication de la part des étudiants à ce niveau-là. Et pour les enseignants, ça va leur faire gagner du temps sur la production de feedback. C'est vrai que, notamment sur les grosses cohortes, quand on a des grosses cohortes, ça peut être compliqué de donner du feedback personnalisé à chaque étudiant. Là, avec l'évaluation par les pairs, eh bien, chaque étudiant peut avoir du feedback personnalisé sur ce qu'il a produit. Ça permet aussi d'accéder à une vision plus fine des apprentissages, dans le sens où on va être capable de voir les critères qui ont été bien évalués et moins bien évalués, et donc de comprendre ce qui a été assimilé ou pas par la classe. Donc on parle des points de blocage d'ailleurs dans le troisième point. Et ça permet, voilà, comme je le disais tout à l'heure aussi, d'avoir une évaluation à grande échelle quand on a besoin d'adresser des grandes cohortes. C'est vrai que l'évaluation peut être intéressante dans ce cadre-là. Au niveau des formats, donc voilà, le plus courant, ça va être
une évaluation, on va retrouver une phase de dépôt. Là, les étudiants vont soumettre un travail. Une phase d'évaluation où les étudiants vont découvrir les travaux des autres. Donc, généralement, voilà, c'est trois travaux qu'on va recommander hein, par étudiant. Si vous vous posez la question, vous pouvez partir sur trois travaux. Et puis, une phase de résultat où là, les étudiants peuvent découvrir les résultats et les feedbacks qu'ils ont reçus. Après, au niveau des formats, ça peut être du groupe, de l'individuel. Un format qu'on retrouve souvent. Alors, quand c'est de l'individuel, c'est dépôt individuel, évaluation individuelle. Bon, ça, c'est classique. Quand on est dans du dépôt et évaluation individuelle, le point de vigilance, c'est être sûr qu'on a au moins deux évaluations qu'on demande par étudiant, ne pas faire juste une évaluation par étudiant. Car s'il y a quelqu'un qui participe en phase d'évaluation, ben, il y a quelqu'un qui se retrouvera sans évaluation pour le travail qu'il a déposé. Donc, au moins deux quand c'est de l'individuel. Et quand c'est du groupe, un format qu'on retrouve souvent aussi, c'est du dépôt en groupe et de l'évaluation individuelle. C'est-à-dire que chaque étudiant individuellement va évaluer les travaux d'autres groupes. Donc on verra comment mettre ça en place avec ChallengeV. Donc ça, voilà, c'est le format le plus courant. Mais après, on peut très bien imaginer des formats un peu plus poussés où on va faire, par exemple, un format itératif. Donc là, on demande aux étudiants de déposer et d'évaluer les travaux des autres. Ils peuvent prendre en compte les feedbacks qu'ils ont reçus. Et ensuite, on leur demande de déposer un second dépôt qui là sera amélioré par rapport aux feedbacks reçus par leurs camarades. Et ce second dépôt peut être de nouveau évalué par les étudiants ou alors évalué par l'enseignant. Ça peut être un bon moyen aussi d'entraîner les étudiants avant un examen, donc l'évaluation par les pairs, pour permettre aux étudiants de recevoir du feedback sur ce qu'ils ont reçu. Ça leur permet d'assurer aussi qu'ils ne font pas un hors-sujet par rapport au feedback qu'ils vont recevoir, de voir ce que les autres ont produit pour se situer aussi par rapport à leur propre production, et ensuite de déposer quelque chose qui sera plus qualitatif au final. C'est vrai que c'est pas mal utilisé aussi de cette manière hein, pour former les étudiants avant un examen. On pourrait très bien imaginer d'autres formats. Alors là, on n'a pas le temps de tout voir, mais avec des phases d'auto-évaluation avant et après. C'est vrai que surtout aussi quand on est dans le cadre de l'approche par compétences, on peut avoir envie d'inclure de l'auto-évaluation. Donc c'est vrai qu'avec ChallengeMe, on va pouvoir inclure aussi des phases d'auto-évaluation si besoin aux endroits souhaités. Mais voilà, pour vous montrer vraiment deux formats, du format classique avec dépôt, évaluation, résultat, et puis aussi du format itératif si on a besoin de pousser l'activité un petit peu plus loin. Il peut y avoir, comme je l'ai dit, d'autres formats si besoin. Un point intéressant dans l'évaluation, ça va être la grille qu'on va proposer aux étudiants. Donc là, ce que j'ai mis comme exemple, c'est l'exemple d'un critère. Nous, ce qu'on recommande, si vous vous posez la question, c'est combien de critères pour une phase d'évaluation. Nous, on recommande voilà, 5-6 critères. Ça sert à rien d'en mettre trop parce que du coup, les étudiants vont avoir tendance à aller trop vite du coup et les passer un peu rapidement si vous en mettez trop. Mais voilà, 5-6 critères, c'est un bon chiffre. Après, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, hein. C'est vous qui connaissez le mieux vos étudiants. Ça va dépendre aussi des populations que vous adressez, etc. Donc, il n'y a pas de règle qui marche pour tout le monde. Mais voilà, si vous posez la question, sachez que 5-6, c'est pas mal. Et puis après, c'est bien d'avoir des échelles descriptives pour permettre à l'étudiant de comprendre comment évaluer. C'est vrai que ça, c'est un point qui peut arriver, hein, un étudiant qui dit, moi, je ne sais pas évaluer, quand on lui demande de participer à une évaluation par les pairs. Et bien, en fait, le fait de mettre des échelles descriptives avec ici différentes options, où on a une description pour chaque niveau, permet à l'étudiant de plus facilement évaluer plutôt que de donner juste une note. Au lieu de dire noter sur 10 qualité de l'argumentation, vous pouvez mettre des échelles descriptives pour voilà, faciliter cette évaluation par l'étudiant. Là, j'ai mis cet exemple sur qualité de l'argumentation, mais vous pouvez l'avoir sur plein d'autres critères, sachant qu'avec ChangeMe, on a une base de critères déjà intégrée, hein. Donc, si vous voulez utiliser les critères ChangeMe, c'est tout à fait possible, et les modifier aussi si besoin, ou alors vous créez vos propres critères si vous avez déjà votre grille et que vous souhaitez la reproduire. Ce qui est intéressant aussi, c'est de former les étudiants au feedback avant ce type d'évaluation. Donc, comme je le disais, hein, on parle d'évaluation par les pairs, mais il y a vraiment une notion formative dans cette pédagogie. Et cette notion formative, elle vient aussi par le feedback. Et c'est vrai que c'est un élément central de l'évaluation par les pairs, c'est de savoir donner un feedback, mais aussi savoir recevoir un feedback. Donc nous, on a des guides qui permettent de présenter aux étudiants comment est-ce qu'on donne un feedback pertinent. Donc il n'y a pas besoin de passer non plus, d'investir non plus énormément de temps, parce qu'on peut avoir des contraintes forcément de temps, mais simplement montrer aux étudiants qu'est-ce qu'on attend en termes de feedback, ça peut être intéressant. Donc nous, on a un guide, on présente ça, après il peut y avoir d'autres approches, hein, mais juste les sensibiliser à ce qu'est un feedback, à quoi ça sert et comment est-ce qu'on en donne un. Là, on a proposé cette méthode-là. On dit qu'il faut des faits objectifs, des points forts, des axes d'amélioration et des pistes, avec un exemple qui a été rédigé juste en dessous. Mais libre à vous, après, si vous souhaitez adapter la façon dont vous présentez le feedback aux étudiants, vous pouvez tout à fait le faire. Et après, il y a des ressources qui existent toutes faites si besoin.
Voilà, donc on a vu globalement comment le principe d'une évaluation par les pairs sur de l'évaluation de livrables, les formats classiques, et puis l'importance de sensibiliser les étudiants au feedback et de la grille critériée. Voilà, donc là on a fait une petite checklist de ce qu'il faut mettre en place sur ce type d'activité. Donc dans un premier temps, planifier là où les périodes de dépôt des travaux et d'évaluation, donc à quel moment on souhaite que les étudiants déposent un travail et évaluent ceux des autres, et enfin accèdent à leurs résultats, savoir si c'est du groupe ou de l'individuel, bien préparer la grille et la partager en amont aux étudiants. C'est vrai que le fait de partager la grille aux étudiants, ça permet aussi de lever les doutes. S'il y a des étudiants qui comprennent pas la grille, ça permet de répondre aux questions, donc d'avoir au final des meilleurs résultats. Expliquer les objectifs de l'évaluation aux étudiants pour qu'ils comprennent pourquoi est-ce qu'on leur demande d'évaluer les travaux des autres, pourquoi est-ce qu'on leur demande d'être correcteurs sur ce type d'activité et l'intérêt qu'ils ont à y participer. Former les étudiants à donner un feedback utile et bienveillant, donc on l'a vu, ça peut être très rapide avec des exemples de feedback qu'on leur montre par rapport aux attendus. Déterminer le nombre de travaux évalués par participant, donc ça, j'en ai parlé tout à l'heure, donc 3 c'est pas mal. Si vous posez la question, vous pouvez mettre 3, après vous pouvez en mettre plus si besoin. Voilà, c'est juste qu'il faut bien faire attention au niveau d'engagement qu'on va demander de la part des étudiants, donc de pas trop leur donner voilà, trop de travail pour pas qu'ils bâclent, mais suffisamment pour qu'ils retiennent correctement les notions. Donc 3 c'est pas mal. Ça permet aussi d'avoir trois travaux différents, donc pouvoir avoir une mise en perspective qui soit cohérente. Ensuite, choisir les options d'affichage des résultats aux étudiants. C'est vrai que ça, on peut décider de présenter aux étudiants la note, les feedbacks, uniquement les feedbacks, donc au choix. Si on veut faire juste du formatif et pas avoir de notion de notes, on peut très bien aussi demander aux étudiants de s'échanger juste des feedbacks, hein, sans avoir forcément des critères, mais où on va demander des feedbacks sur certains points. Donc après, on peut poser des questions sur certains éléments pour que l'étudiant soit amené à donner un feedback qui soit contextuel par rapport à une question posée. Mais voilà, ça c'est un point aussi par rapport au format d'activité que vous souhaitez lancer, sur comment est-ce qu'on va présenter ces résultats aux étudiants. Et après, bah, encadrer l'évaluation pour s'assurer que bah, les étudiants répondent correctement, faire des relances si nécessaire, etc. Donc on verra qu'avec Challenge Me, tout ça, ça peut être fait très facilement. Une petite slide justement sur l'intérêt d'utiliser un outil comme Challenge Me pour lancer ce type d'activité. Donc, bah, on va proposer des modèles d'activités tout faits avec des critères prédéfinis que vous pouvez utiliser ou modifier comme vous le souhaitez. Les relances vont être automatiques avec des emails. Donc, on va avoir des emails qui vont partir en début de phase. Va y avoir aussi des rappels automatiques pour les retardataires. Vous allez pouvoir exporter tous les résultats au format Excel avec les feedbacks, les notes par critères, etc. Si vous avez besoin d'aller un petit peu loin dans le calcul de la note, vous avez des options pour définir, si vous voulez, une note sur 10, sur 20, pondérer des critères, donc avoir des coefficients différents par critère. Si vous faites de l'itératif aussi, avoir des critères par phase, ça on le verra tout à l'heure. Et après, vous avez un support aussi, dont je fais partie, pour vous accompagner. Donc, vous ne serez jamais seul avec la plateforme. L'idée, c'est de vous accompagner sur vos questions, qu'elles soient techniques ou sur les bonnes pratiques pour mettre en place ce type d'activité. Et on a également des agents IA que vous pouvez activer sur différentes passes pour accompagner l'étudiant dans la réalisation de son travail. Ça peut être en phase de feedback pour l'aider à formuler un feedback qui soit pertinent. Ça peut être en phase de résultat pour faire une synthèse des évaluations et des feedbacks que l'étudiant a reçus. Ça peut être en phase de dépôt pour accompagner l'étudiant dans la réalisation de son travail. Donc voilà, il y a plusieurs agents IA. On fera une présentation dédiée à ces agents IA par la suite. Mais sachez qu'ils existent. Et puis après, on a des guides pour permettre de présenter voilà, l'intérêt de l'activité aux étudiants euh, et pourquoi c'est intéressant pour eux d'y participer. Voilà, j'ai fini cette première partie sur, on va dire, la partie théorique et maintenant je vais passer sur la partie pratique. Donc, comment est-ce qu'on lance une activité dans ChangeMe? Vous pouvez tout à fait poser vos questions en fin de webinaire, hein. Je vous laisserai la possibilité de lever la main via Zoom et du coup, je vous donnerai la parole si vous avez des questions. Vous pouvez aussi les poser dans le chat, hein, si certains d'entre vous ont des questions. Hop. Alors, je vais passer sur un environnement Moodle, sachant que ça marche exactement de la même manière si c'est sur du Brightspace ou sur du Blackboard ou tout autre LMS, hein. Là, j'utilise Moodle parce que c'est vrai que c'est celui qui va être le plus utilisé. Voilà, donc normalement, vous devriez voir mon écran avec un cours Moodle. Donc, pour ajouter une activité ChangeMe, c'est très simple. Je passe en mode édition et je vais cliquer sur Ajouter une activité ou une ressource pour ajouter une activité ChangeMe dans mon cours.
Et ensuite, je clique sur l'activité Challenge Me qui est présente dans le sélecteur d'activité pour ajouter cette activité. Donc là, voilà, je vais la nommer webinaire et je vais cliquer sur enregistrer afficher. Et ensuite, dans ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Donc là, je suis pas encore dans Challenge Me. Et à partir de maintenant, je suis dans Challenge Me. Donc c'est exactement le même principe, hein, si vous utilisez d'autres LMS comme Blackboard ou Brightspace. Vous ajoutez une activité dans le cours, Challenge Me dans le cours, et vous cliquez dessus. Et donc là, on arrive sur l'interface qui va me permettre de créer un challenge. Donc là, je vais avoir la possibilité de créer un challenge en partant de zéro, ou je peux aussi partir de modèles qui existent. Donc, nous, le modèle qui va nous intéresser, ça va être le modèle dépôt-évaluation de travaux, parce que il va avoir trois phases, une phase de dépôt, une phase d'évaluation et une phase de résultat. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Sachant qu'on a d'autres modèles qui répondent à d'autres cas d'usage. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire aussi au webinaire dédié. Par exemple, l'évaluation des membres du groupe, où là, c'est les étudiants qui s'évaluent au sein d'un groupe. Donc là, on n'a que deux phases. On peut aussi avoir d'autres formats, voilà, sur de l'évaluation intragroupe itérative. Donc voilà, n'hésitez pas à explorer si jamais vous êtes intéressé par d'autres formats. Nous, on va se concentrer sur celui-ci. Donc je vais cliquer sur Créer. Et là, je vais pouvoir paramétrer mon challenge. Donc dans un premier temps, les informations générales, avec le titre, une description, des images si besoin. Donc c'est déjà pré-rempli, mais vous pouvez le modifier. Alors c'est vrai que je parle de challenge. Quand je parle de challenge, c'est une activité Challenge Me, hein. C'est vrai qu'on les appelle comme ça. Donc quand vous m'entendez parler de challenge, c'est juste une activité Challenge Me d'évaluation par les pairs. Donc ensuite, on a la planification. Donc là, on va pouvoir définir les dates de début et de fin pour chacune des phases. Là, je clique dessus et je définis ma date de début et ma date de fin. Je peux activer également des notifications si j'ai besoin d'en activer. Ensuite, je vais passer aux consignes. Donc là, je vais pouvoir définir des consignes pour la phase de dépôt, pour la phase d'évaluation et pour la phase de résultat. Par défaut, on a des guides qui expliquent comment donner un feedback pertinent, mais vous pouvez tout à fait modifier ce que vous souhaitez. Et ensuite, on va pouvoir définir les participants, donc qui participe en phase de dépôt et qui participe en phase d'évaluation. Donc là, quand on est intégré dans un LMS comme Moodle ou autre, on peut récupérer les groupes qui existent déjà dans le LMS. Donc là, je pars du principe, hein, qu'on veut faire un dépôt en groupe et une évaluation individuelle. Donc là, je peux récupérer les groupes qui existent déjà dans Moodle. Donc là, je peux cliquer sur Inscrire en équipe. Et ensuite, je vais avoir les groupes présents dans Moodle que je vais pouvoir inscrire directement en les sélectionnant. Ah voilà, j'ai trois groupes qui ont été inscrits dans ma phase de dépôt. Si j'ai pas les groupes dans Moodle ou dans mon LMS et que je les ai sur un fichier Excel, c'est tout à fait aussi possible de les importer. Donc là, on clique sur Importer les participants et on peut utiliser un format Excel pour importer nos groupes. Le format Excel, il est très simple, hein, c'est une colonne email et une colonne avec le nom du groupe. Et toutes les personnes qui font partie, qui ont le même nom de groupe, vont se retrouver ensemble. Voilà, donc là, j'ai trois groupes qui ont été importés. Donc une personne du groupe suffit, hein, pour valider le travail pour l'ensemble du groupe. Et maintenant, je dois définir qui doit évaluer. Donc, généralement, dans une évaluation par les pairs, tous ceux qui participent à la phase de dépôt évaluent aussi. Donc là, je vais pouvoir dire que je réutilise les inscriptions de la phase de dépôt, mais de façon individuelle. Chaque étudiant inscrit en phase de dépôt sera inscrit individuellement dans la phase d'évaluation. Individuellement, ils devront évaluer les travaux d'autres groupes, sachant que le système ne présentera pas son propre travail à un étudiant. Donc, ils évalueront forcément les travaux d'autres groupes. Ensuite, on va pouvoir passer aux critères. Alors, pour info, si vous voulez faire du dépôt individuel, hein, vous cliquez sur Inscrire individuellement, puis vous sélectionnez les étudiants individuellement dans le cours, hein. C'est exactement la même chose. Ce qui détermine si c'est individuel ou en groupe, c'est la façon dont vous inscrivez à la phase, hein. Et après, si c'est de l'individuel et que vous voulez pas vous embêter à inscrire les étudiants, vous pouvez cliquer sur Auto-inscription. C'est-à-dire que chaque étudiant qui clique sur l'activité sera automatiquement inscrit au challenge. Donc ça, c'est une grosse partie, hein, sur les participants. Pour retenir comment est-ce qu'on inscrit les participants. Vous avez vu, c'est assez rapide. Ensuite, les critères d'évaluation, c'est voilà, sur quelle base les étudiants vont s'évaluer. Donc ça, vous pouvez très bien ajouter un nouveau critère. Donc vous cliquez sur Nouveau critère. Si vous avez votre propre grille, vous cliquez sur Nouveau critère. Et puis là, vous avez des méthodes d'évaluation que vous pouvez choisir. Donc des étoiles, par exemple, avec, mettons que je veux 6 étoiles sur ce critère-là et je mets le nom de mon critère ici. Voilà, donc là, je vais avoir un nouveau critère avec 6 étoiles. Je peux rajouter une description aussi si besoin. Donc là, je peux rajouter une description à mon critère et elle apparaîtra également. Ça, c'est quand on veut partir de zéro.
On a aussi, comme je vous l'ai dit, des critères qui sont prédéfinis. Donc là, je vais cliquer sur critères prédéfinis et là, je vais avoir des critères qui existent déjà dans la base ChallengeMe que je vais pouvoir sélectionner si je le souhaite. Donc après, je peux filtrer par méthode d'évaluation qui m'intéresse. Je peux filtrer par nom de critères aussi. Ça, c'est tout à fait possible de les ajouter directement. Et après, on a aussi des collections de critères. Là, c'est un ensemble de critères qui va correspondre à un cas d'usage. Donc là, mettons que je fasse évaluer des CV. J'ai un modèle qui s'appelle évaluation de CV. Donc je sélectionne. Et là, j'ai 5 critères qui vont être ajoutés automatiquement sur la clarté et présentation du CV, pertinence des informations du CV, mise en valeur des compétences, etc. Et pour chaque critère, j'ai des éléments observables, des descripteurs qui permettent de faciliter l'évaluation à l'étudiant. Donc là, sur ce format-là, c'est des options prédéfinies, hein. Là, c'était des étoiles, mais là, c'est des options prédéfinies. Après, si vous voulez tout modifier, vous pouvez le faire, hein. Vous faites éditer, vous pouvez ajouter un niveau supplémentaire, vous pouvez modifier les descriptions, voilà. Vous avez vraiment la main sur tout. Je vais supprimer celui-ci dans mon exemple. Donc là, voilà, on a nos 5 critères et puis ensuite, on peut aussi avoir des champs de feedback. Donc là, il y a un champ de feedback global à la fin, on peut le rendre obligatoire. On peut ajouter des champs de feedback supplémentaires aussi si on a besoin d'ajouter d'autres champs de feedback. Voilà. On peut vraiment créer la grille qu'on souhaite. Voilà sur la partie grille, ça c'est vrai que c'est un gros point aussi. Comment est-ce qu'on crée une grille d'évaluation? Et ensuite, on va pouvoir définir les options. Donc, on peut lever l'anonymat, par exemple, pour la phase d'évaluation. Par défaut, c'est anonyme. On ne sait pas qui on évalue, on ne sait pas par qui on est évalué. Mais si besoin, on peut lever l'anonymat. Pour la phase de dépôt, on peut restreindre les formats qu'on demande aux étudiants. Donc, si on veut que du PDF, on peut dire que on veut restreindre au format PDF, par exemple. Par défaut, on accepte tout. Donc, si vous touchez à rien, on accepte tous les types de formats avec une limite de 1 à 3 gigaoctets par travail déposé. Donc, vous voyez, on est large. C'est plus l'étudiant qui va avoir du mal à uploader son travail que la plateforme qui va le refuser. Donc, après, on accepte le PDF, la vidéo, l'audio. Voilà, tous les types de formats sont acceptés. Donc là, je vais mettre tout ça dans mon exemple. Et puis après, on peut décider de ce qu'on souhaite présenter aux étudiants. Donc on peut décider qu'on souhaite leur présenter uniquement les feedbacks. À ce moment-là, chaque étudiant pourra consulter les feedbacks reçus, mais pas les notes. Ou alors on peut décider aussi d'afficher les notes avec la moyenne par critère. On peut aussi décider de ne rien afficher du tout. À ce moment-là, on masque les résultats aux participants. Seul l'enseignant peut y avoir accès. Voilà, ça c'est vous qui choisissez. Et puis après, on peut définir des coefficients par phase, enfin, la note sur combien elle sera. Donc là, par défaut, c'est sur 10. Mais si je veux une note sur 20, je vais mettre sur 20. Et puis si je veux mettre des coefficients par critère, je vais pouvoir le faire également. Si j'ai besoin de pondérer certains critères par rapport à d'autres. On peut également mettre des pénalités en cas de retard ou de non-participation par phase, hein. Donc ça se fait ici. Et ensuite, on va pouvoir définir le nombre de travaux à évaluer par participant. Donc là, je vais décider que chaque étudiant évalue 3 travaux d'autres groupes. Là, j'indique 3 dans le nombre de contributions à évaluer par participant. Donc là, c'est le système qui se charge de le faire de façon automatique, de sorte à ce que chaque étudiant ait un nombre équivalent de feedback à la fin. Si besoin, je peux aussi le faire manuellement en disant, bah, tiens, je veux que Julien, il évalue uniquement le groupe B et le groupe C. Ça, je peux le faire manuellement. Généralement, c'est plus l'attribution automatique qu'on va utiliser puisque c'est beaucoup plus rapide. Et après, on va pouvoir ajouter des agents IA, hein. Je vous en ai parlé tout à l'heure. On peut dire, bah, pour l'évaluation de travaux, je souhaite ajouter un agent IA sur la rédaction du feedback. Donc là, je vais choisir l'assistance à la rédaction du feedback. Et donc là, il y aura un bouton qui permettra à l'étudiant de faire analyser son feedback et lui dire comment l'améliorer. Vous pouvez faire exactement la même chose pour la phase de résultat, donc ajouter une synthèse des évaluations et des feedbacks reçus, voilà, au niveau de l'onglet Assistance IA. Et donc là, on a fini de compléter son challenge. Donc on va pouvoir le publier. À ce moment-là, les étudiants ont juste à cliquer sur l'activité dans Moodle, hein, ou dans d'autres LMS pour y accéder. Et vous pouvez aussi voir ce que ça donne côté étudiant. Donc là, vous cliquez sur Aperçu. Et là, ça vous permet de voir ce qu'un étudiant verra. Donc là, je vois le challenge en tant que Paul Giraud en date du 10 septembre. Et en date du 10 septembre, Paul Giraud, il a que la phase de dépôt d'active. Donc je peux cliquer dessus. Et là, je peux voir les consignes qui ont été définies, mon groupe. Et puis ici, je vais pouvoir déposer mon travail en tant qu'étudiant. Donc après, si je veux voir ce que ça ressemble, à quoi ressemble la phase d'évaluation, là, je vais dire, je mets en date du 18 septembre. Donc en date du 18 septembre, la phase d'évaluation, elle va ressembler à ça, hein. Donc je vais avoir 2 travaux à évaluer. Alors là, il n'y avait que 3 groupes, donc on me présente que 2 travaux, puisqu'on ne peut pas évaluer son propre groupe. Mais si j'avais plus de groupes, j'en verrais 3, hein, puisque j'ai spécifié 3. Donc sur la gauche, on aura le travail déposé par le premier groupe.
Et puis ensuite, sur la droite, les critères hein, qui ont été définis. Donc voilà, l'étudiant aura juste à cocher les critères souhaités. Et derrière, ben, chaque option est reliée à une note, donc ça générera une note. Et puis je peux également donner un feedback, hein. Et là, j'ai mon assistant IA qui me permet de faire analyser mon feedback et l'assistant IA me donnera des conseils pour améliorer mon feedback, puisque cet agent IA a été activé sur cette phase. Et enfin, si je veux voir à quoi ressemblent les résultats, même chose, je me mets en date du 25. Et là, je peux voir ce qu'un étudiant pourra voir. Donc là, il voit sa moyenne et la moyenne par critère sur les différents critères présentés, ainsi que les différents feedbacks. Ça vous permet vraiment de voir ce qu'un étudiant verra. Et aussi, quand vous présentez l'interface aux étudiants, de leur dire, voilà ce que vous verrez et répondre à leurs questions en amont. Et après, pour vous, donc là, vous avez vu, il y a trois onglets, hein, configuration, suivi et aperçu. Donc, configuration, c'est là où on était pour configurer le challenge avec les différents onglets. Aperçu, c'est ce que voit l'étudiant. Et puis le suivi de l'activité, ça vous permet de voir, de suivre la participation. Pour la phase de dépôt, voilà, là j'ai la liste des étudiants avec les groupes, s'ils ont bien validé un travail ou pas. Donc là il y a zéro puisque ils sont pas encore validés. Même chose pour la phase d'évaluation, j'ai la liste des étudiants avec leur participation à la phase d'évaluation, donc 0 sur 3 puisque pour l'instant ils n'ont pas encore évalué également, mais dès qu'ils commenceront à évaluer, ça s'incrémentera. Et puis enfin, à la phase de résultat, vous avez la liste des étudiants avec les notes reçues, le tableau des notes et le nombre d'évaluations, avec des données d'écart type, de minimum, de maximum, etc. Donc, différentes données pour vous permettre d'analyser tout ça. Vous pouvez rechercher par groupe, par participant, et vous pouvez exporter tout ceci au format Excel si vous avez besoin d'exporter les notes au format Excel. Vous pourrez également réimporter les notes dans le gradebook de votre LMS si jamais vous avez besoin de réimporter les notes avec un bouton qui se trouve ici. Donc là, il n'y a pas encore de résultat, donc le bouton est pas là. Mais une fois qu'il y a des résultats, vous pouvez réimporter ces notes-là. Je peux vous montrer d'ailleurs ce que ça donne sur un challenge avec de la donnée. Ce sera peut-être plus parlant. Alors, je vais aller dans un challenge de démo. Voilà, donc là, je suis dans un challenge où il y a de la donnée. Donc, c'est exactement le même format hein, avec dépôt, évaluation, résultat. Et du coup, quand vous avez des notes, voilà, vous avez la liste des étudiants avec les notes reçues, l'écart type. Vous avez donc pour la phase d'évaluation, même chose, hein, vous voyez la liste des étudiants, s'ils ont complété la phase d'évaluation ou pas. Si vous cliquez sur les éléments, vous pouvez voir, là, en l'occurrence, Antoine Dupont, qui il a évalué, donc le groupe B et le groupe C. Vous avez le détail des critères donnés, du feedback. Vous pouvez éditer si besoin l'évaluation, l'invalider. Donc vous avez vraiment la main sur tout, hein. C'est ça qu'il faut retenir. Donc je vous laisserai explorer tout ça de votre côté si vous souhaitez du coup voir à quoi ça ressemble. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez accès à tous les feedbacks échangés, à toutes les évaluations. Vous pouvez les éditer si besoin et vous pouvez très facilement exporter les notes, les réimporter, etc. Voilà, j'en ai fini du coup pour cette présentation. Donc l'idée c'était de vous présenter dans la première partie l'intérêt, la partie théorique, l'intérêt de ce type d'évaluation, comment on s'en sert, dans quel cadre, pourquoi, des exemples de critères. Et puis là, dans cette seconde partie, plutôt le côté concrètement, comment est-ce qu'on va mettre en place ce type d'activité avec ChallengeBee. Donc je vais revenir d'ailleurs sur mon challenge initial, qui est celui-ci, paramétrer ensemble. Donc maintenant, si vous avez des questions, je vous invite à cliquer sur le petit bouton qui vous permet de lever la main et je pourrais vous donner la parole. Ou alors vous pouvez aussi utiliser la fonctionnalité de questions-réponses directement pour me poser vos questions si vous préférez les taper. Est-ce que d'entre vous, alors ouais, je vois que Audrey Luc a une question, donc allez-y Audrey, je vous laisse la poser. Oui, merci pour cette présentation. En fait, j'ai deux questions. Oui, J'ai vu que dans les critères prédéfinis, il y avait un petit encart langue. Ça veut dire qu'ils existent déjà en plusieurs langues? oui, tout à fait. Alors je vais pour illustrer du coup mon propos. Voilà, donc là je suis dans les critères d'évaluation. Et du coup, quand je sélectionne un critère prédéfini, vous avez le choix de sélectionner en français ou en anglais. Alors, on a ajouté l'espagnol récemment, donc vous n'aurez pas en espagnol, mais en anglais, vous avez effectivement les critères en anglais également. Ok, d'accord, merci.